Merci de nous faire confiance. L'invité de ce numéro, c'est Léonard Shehu Kitundu. Il n'est plus à présenter, mais je vais revenir pour ceux qui ne le connaissent pas, pour le présenter de manière succincte. Bienvenue, Léonard Shehu Kitundu. Bonjour. Alors, nous parlons de la signature de la déclaration des principes. L'événement est intervenu jeudi soir à Washington, la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Oui, entre deux États, le Congo démocratique ou la RDC et son voisin, le Rwanda. Un acte diplomatique par lequel ces deux nations ont affirmé solennellement un ensemble de valeurs, d'objectifs et des liens, plutôt des lignes directrices communes qui régiront leurs relations bilatérales. Un diplomate qui est avec nous sur ce plateau va nous éclairer davantage. Léonard Shehu Kitundu, vous êtes ancien ministre des droits humains, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, ancien vice-premier ministre du même portefeuille, cette fois-là, Affaires étrangères, intégration régionale, ancien sénateur et aujourd'hui député national, l'unique de la ville de Lumumba, Lumumba-Ville, votre fief naturel. On commence par le commencement. Doha, d'abord le processus de Luanda, Nairobi, suivi des Doha, et aujourd'hui la déclaration des principes de Washington, sous le regard du chef, plutôt du secrétaire d'État américain, Monsieur Rubio. Alors, quelle est la portée diplomatique de cet événement si nous jetons un regard dans le passé récent? D'abord le processus de Luanda, le processus de Nairobi, et puis Doha, et aujourd'hui. Mais là, une question qui caresse mon esprit, en tant que diplomate, comment avez-vous accueilli cet événement, l'événement du jeudi Washington? Avec scepticisme, comme nous, une lueur d'espoir? Je pense qu'il y a lieu vraiment d'être rassuré, et agréablement d'ailleurs, par la signature de cette déclaration de principe. Je crois que ça a surpris beaucoup de gens. Je crois que c'est la deuxième surprise après Doha. Oui, une grande surprise. Voilà, personne s'attendait. La nouvelle est tombée, c'était le même jour jeudi. Et voilà. Oui. Donc, quelque part, je pense que la diplomatie congolaise est vraiment agissante. Et ça, c'est une très bonne chose, à mon avis. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, faire quand même une petite différence. Oui. Le processus de Nairobi comme le processus de Luanda rentre dans le cadre d'une démarche officielle et formelle de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors que le processus de Doha, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, et même l'événement qui s'est produit avant-hier à Washington, ce sont des démarches qui sont plutôt informelles. Ça, il faut quand même qui le sont rappeler. intervenus de manière impromptue, Voilà. sans communication préalable. Pourquoi il faut faire cette différence? Parce que là, c'était l'initiative d'abord américaine qui a invité les deux protagonistes au conflit pour essayer de trouver une solution à la crise congolaise. Tout comme à Doha, c'est l'émir qui, de sa propre initiative, a accepté de servir, de faire entreprendre une démarche qui réunirait les deux chefs d'État, alors que, je vous rappelle que tout le monde commençait à se poser des questions, si les deux chefs d'État avaient encore la possibilité de se rencontrer en tête-à-tête. Alors, là où c'était considéré à un moment donné comme étant impossible, l'émir a réussi de réunir les deux hommes d'État à Doha. Donc c'était aussi un grand événement. C'est d'autant plus que c'est important de le rappeler aussi. Le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne peut être réglé qu'au terme d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Ça, il faut bien comprendre. Je ne vous interromps pas. Voilà. Au milieu d'une crise
qui devenait un peu inquiétante avec le carnage de Goma. Ouais. Je vous ai rencontré, mais vous êtes de ceux qui croyaient que la solution n'était pas militaire. Voilà. Et je l'ai dit depuis longtemps. Vous avez toujours dit que pour résoudre cette crise, ce n'est pas par les armes, ce sera par les voies diplomatiques. Par la voie diplomatique. Voilà, je referme la parenthèse. Ça, c'est important de le rappeler, d'une part, parce que l'Est de la République démocratique du Congo fait partie d'un espace qui est extrêmement sensible, vu par la communauté internationale. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il s'est commis un génocide au Rwanda. Et nous, qui sommes là, nationalistes congolais, si vous voulez, on a été solidaires des victimes du génocide au Rwanda. C'est tout à fait clair. Donc ça, on ne peut pas l'ignorer. C'est un fait de l'histoire. Voilà. Mais chez nous, un génocide, un plus grand génocide a eu lieu. Par le commencement. Oui. C'est pour vous dire que après le génocide contre les Juifs en Allemagne, toute la communauté internationale s'est réunie et a pris l'engagement qu'il ne saurait être question qu'une telle catastrophe se reproduise. Ils l'ont laissé chez nous. Mais malheureusement, le génocide a été commis au Rwanda. Donc, malgré tout ce qui a été fait, on n'a pas pu empêcher ces génocides-là. Et l'autre élément qu'il faut bien comprendre, ce génocide a eu lieu dans l'indifférence générale. Personne n'est venu au secours de ceux qui ont subi le génocide. Je rappelle cela pour vous montrer pourquoi il y a eu, comme je l'ai rappelé auprès de vos confrères, mais enfin, là, le Rwanda s'en est sorti par ses propres efforts. Et là, Kigali a culpabilisé le monde entier pour leur dire, mais enfin, vous avez dit, après 1945, qu'il n'y aurait plus de génocide dans le monde, mais il s'est produit chez nous, et vous n'avez rien fait pour nous protéger. Dernièrement, ils l'ont abandonné seul à la commémoration. Exactement. Ces gens-là, ils sont terribles, vous les connaissez. Mais, à partir de là, il faut bien comprendre que la situation était telle que le Rwanda avait une longueur d'avance sur ce plan-là, sur le plan diplomatique, parce que la communauté internationale s'est sentie redevable. Coupable et redevable vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors, voilà. C'est ça l'avantage. Mais, est-ce que ça donnait carte blanche ou blanc-seing à Kigali, cette fois-ci, de faire fi de ses obligations internationales pour violer l'intégrité territoriale d'autres pays. Et puis tuer chez nous, commettre un autre génocide chez nous. Donc là, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est là toute la question. Donc, à partir de là, les démarches qui sont faites actuellement, c'est de voir de quelle manière on peut forcer l'armée rwandaise de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo sans qu'on tire un seul coup de feu. C'est ça la démarche. Et en même temps, désarmer le mouvement rebelle actuellement et que l'autorité de l'État soit étendue sur l'ensemble du territoire, permettant cette fois-ci au gouvernement de la République d'assumer ses responsabilités comme dévolues par la Constitution. Donc c'est ça, vous faites le problème aujourd'hui. Et quand on voit très bien la démarche, comme on l'a dit tout à l'heure, le processus de Luanda et de Nairobi. Voilà. Oui. Le processus de Luanda, c'était pour permettre la rencontre entre les deux chefs d'État protagonistes au conflit pour essayer de trouver une solution sous la médiation du président Lorenzo. Et puis le processus de Nairobi, c'était au fait de réunir tous les groupes armés sous les auspices de l'ancien président kényan et voir de quelle manière on peut trouver une solution à leurs revendications afin qu'on revienne à la situation normale. Bon, mais à un moment donné, je crois qu'on a remarqué qu'il y a eu nécessité de fusionner les deux
les deux processus. Tel que c'était décidé par justement la SADC et l'EAC dans un sommet conjoint. Dans un sommet conjoint. Oui. Que malgré ça, et ça aussi il faut reconnaître, c'est-à-dire que moi personnellement, quand on regarde bien la situation à l'est de la République démocratique du Congo, la première chose à laquelle il faut accorder une très grande importance, c'est le fait que la République démocratique du Congo subit une agression, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, caractérisée. Et cette agression s'est faite de deux manières. D'une part, à travers le Rwanda qui a financé au fait un groupe rebelle pour déstabiliser le gouvernement légalement établi ici à Kinshasa, et puis d'autre part, par le franchissement des frontières, par ses propres troupes militaires en direction de la République démocratique du Congo. Donc ces deux actes, franchissement des frontières des troupes rwandaises et financement du mouvement rebelle, participent d'un seul acte, c'est l'agression contre la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. Et donc aujourd'hui, il faut accorder une importance particulière à la démarche de Luanda, parce que là, ça réunit les deux chefs d'État. Donc c'est un conflit dans les relations bilatérales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de rébellion sans qu'on n'ait pas un pays limitrophe qui vous serve de base arrière. C'est tout à fait clair. Parce que si, comme je l'ai toujours rappelé, si ces mouvements rebelles avaient déclenché son action à partir, par exemple, de la province de Lomami au cœur de la République, mais l'armée congolaise allait s'occuper de cette rébellion. De cette soi-disant rébellion sans problème. Mais là, il bénéficie d'une profondeur stratégique. C'est pour ça que aujourd'hui, l'agression, même si le concept n'est pas encore ressorti dans les textes, non seulement de l'Union africaine, mais aussi des Nations Unies à travers les résolutions du Conseil de sécurité, il n'empêche que le Conseil de sécurité, tout comme le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, même les organisations régionales, ont pris acte de franchissement des frontières congolaises par les troupes rwandaises, ce qui constitue une agression et une violation de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Léonard Shokitundu, la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU est claire. Ouais. Et vous connaissez, vous êtes un diplomate rompu. Ouais. Les résolutions du Conseil de sécurité ne se discutent pas. Ça s'exécute quand même. Alors, comment on assiste à ce spectacle? Le Conseil de sécurité ne fait pas appliquer sa propre résolution. Les sanctions sont prises contre Kagame et contre les personnalités de la cour de Kagame et contre les personnalités des mouvements terroristes. Je ne pas les nommer. Mais on sent qu'il y a une sorte de latence, une sorte d'inertie. Qu'est-ce qui justifierait une telle attitude? Toujours redevable vis-à-vis du Rwanda, cette communauté dite internationale? Alors, sur les questions de principe, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que la résolution du Conseil de sécurité a été votée d'abord à l'unanimité. Oui. Donc, les 15 membres, les permanents et les non permanents, à l'unanimité, tout le monde a approuvé cette résolution. Bon, ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Et puis, cette résolution a été adoptée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que la résolution a valeur contraignante. Donc, elle s'impose et elle doit s'appliquer. Bon, vous posez la question de savoir, il y a une certaine latence, oui. Mais c'est justement ça, le fonctionnement même des Nations Unies et même du système politique des relations internationales dans son ensemble. Pour quelle raison? C'est que nous vivons jusqu'à présent, depuis 1945, une atmosphère d'anarchie dans les relations internationales. C'est les rapports de force qui comptent. Et en même temps, nous n'avons pas d'organes centraux
qui puisse faire exécuter par la force les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et d'ailleurs même au niveau de la Cour internationale de justice. Rappelez-vous, nous avons fait condamner l'Ouganda par rapport à la guerre de Kisangani. Pour le paiement voilà. De 10 milliards. Voilà. Mais qui n'ont jamais été payés. Mais non, ils ont commencé à payer. Mais ça a été réduit. Oui, ça a été réduit, mais bon, c'est pour dire que... Mais ce que moi je veux dire par là, par le fait que la Cour internationale de justice n'a pas non plus un service qui puisse faire appliquer de manière contraignante ses propres décisions. Est-ce que ce cas, c'est seulement le cas de donc le cas du Rwanda, ou ça se passe comme ça partout dans le monde? Pour une résolution, on reste un peu clément et le dirigeant du pays sanctionné ou sous les pressions, sous les sanctions, dit allez au diable. Vous tous qui sanctionnez, allez au diable. Il n'a de tout le monde. Oui, mais le grand problème, c'est ça justement. Le Conseil de sécurité, c'est un organe politique des Nations Unies, et organe politique principal des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Bon, qui dit politique ne veut pas dire judiciaire, ce n'est pas un organe qui décide selon une procédure juridictionnelle. Au fait, ce sont des tractations, des marchandages entre les membres du Conseil de sécurité, et chaque membre d'ailleurs réagit au sein du Conseil de sécurité selon ses propres intérêts. Oui. Il y a énormément de marchandages là-dessus. Et d'ailleurs, pour arriver même à cette résolution, on a dû satisfaire toutes les parties en conflit. Et chacun en a eu pour son compte. Il y a eu des obligations qui étaient imposées au Rwanda, le pays agresseur. Il y a des obligations qui ont été imposées au mouvement rebelle. Et puis il y a des obligations qui ont été imposées à la partie congolaise, alors que c'est elle-même qui est c'est la République démocratique du Congo qui est le pays agressé. Mais on a quand même imposé certaines obligations. Tout ça, c'est pour que chacun se retrouve, pour qu'on arrive à adopter donc c'est une résolution un peu cosmétique. Voilà. Non, je ne dirais pas, c'est trop relativisé. Non, mais elle est diplomatique. Elle est diplomatique. Aussi, ça peut être politico-diplomatique si vous voulez, parce que chacun a reçu quand même quelque chose qui lui satisfait dans cette résolution-là. On a dit à Kigali de retirer ses troupes du territoire congolais sans condition, de cesser toute aide au mouvement rebelle. On a demandé au mouvement rebelle de se départir des zones qu'il occupe actuellement et de ne pas mettre sur pied des structures parallèles aux institutions provinciales en place. Et puis à la République démocratique du Congo, on a demandé à ce que le gouvernement congolais prenne des mesures pour ne pas permettre qu'un groupe armé qui menacerait la sécurité du Rwanda soit opérationnel sur le territoire de la République démocratique du Congo. Alors voilà un peu cela. Mais comment appliquer cette résolution? C'est toute la question. C'est ça la grande question. Et là, encore une fois, on ne peut recourir que par des moyens diplomatiques. Alors, sur le plan diplomatique, moi, j'ai chaque fois préconisé que dès lors que nous-mêmes, ici, nous avons, même nous, République démocratique du Congo, on avait opté pour la voie diplomatique, et là, de concert avec toute la communauté internationale, ce qui nous reste maintenant, c'est de retirer tout prétexte qui pourrait être exploité par le pays agresseur pour justifier la présence de ces troupes sur notre territoire ici en République démocratique du Congo. Parce que si on retire ce prétexte, Kigali ne peut plus justifier face à la communauté internationale la présence de ces troupes en République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'avais même préconisé que l'on soit proactif. Donc, si vous voulez... Proactif, voilà, ça signifie quoi? Proactif, c'est-à-dire qu'on anticipe. Vous voyez, moi je pense que aujourd'hui, à tort ou à raison, moi je ne suis pas aux affaires, donc je ne peux pas l'affirmer de manière catégorique. Il n'empêche que on nous reproche notre inertie par rapport à la traque
ce groupe armé, les membres de ce groupe armé qu'on appelle le FDLR. Mais sous Kabila, c'était la même chose. L'armée rwandaise était entrée sur le territoire congolais plus d'une fois pour traquer les FDLR. On a attrapé certains, on les a envoyés au Rwanda. Mais le Rwanda les a recyclés pour les renvoyer chez nous. D'accord, mais pour l'instant, c'est pour ça que j'ai dit, tout ça c'est une vérité. Mais maintenant, il faut voir l'avenir. Oui ou non, voulons-nous que les troupes rwandaises sortent de la République démocratique du Congo sans qu'on tire un seul coup de feu parce qu'on a opté pour la voie diplomatique. Alors nous devons agir diplomatiquement. Donc il faut retirer ces prétextes-là, ce qui permettrait de renforcer l'avantage que nous avons maintenant sur le plan diplomatique contre le Rwanda, parce que je vous assure qu'aujourd'hui là, Kigali ne peut plus se comporter comme il le faisait avant, où il avait le vent en poupe et pouvait se permettre tout sans qu'il soit sermonné par la communauté internationale. Mais maintenant, avec plus le bébé, hein, voilà, le bébé de avec les sanctions qui viennent d'être infligées à ses responsables et même à certaines entreprises aujourd'hui, je pense que Kigali, sa superbe était ébréchée et actuellement par la communauté internationale et il ne peut plus se comporter comme avant. Donc là, nous devons profiter de cet avantage-là. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, on ne reconnaissait pas la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. On disait que ce sont des troupes non invitées. C'est comme si ces troupes étaient anonymes. Alors qu'on savait très bien identifier les troupes qui opéraient sur notre territoire congolais en violation de notre intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, non seulement on a reconnu la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, Kigali ne peut plus ignorer ou méconnaître la reconnaissance de ces troupes sur le territoire congolais, ce qui constitue une véritable agression. Donc si Kigali, par exemple, avait ratifié le statut de Rome, mais Kigali serait traduit devant la Cour pénale internationale, parce que la Cour est compétente aussi pour les crimes d'agression. Alors, compte tenu de crimes commis en République démocratique du Congo, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, est-ce que le Conseil de sécurité, s'il décide, le Rwanda ne peut pas être poursuivi avec son chef par la CPI? Si, le Conseil de sécurité peut décider. C'est comme j'ai dit, comme avec l'ancien président Béchir au Soudan. Le Soudan n'avait pas ratifié le statut de Rome, mais aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt délivré par le procureur de la Cour pénale internationale contre le président Béchir. Sauf que le gouvernement soudanais n'a pas renvoyé l'ex-président Béchir auprès de la Cour pénale à La Haye. Donc là, vous voyez encore une fois, les États gardent quand même une certaine maîtrise. C'est pour cette raison, et puis il n'y a aucun organe sur le plan des relations internationales qui peut forcer aujourd'hui le gouvernement soudanais à renvoyer le président Béchir auprès de la Cour. Donc malgré le fait que ces textes existent, nous vivons dans ce monde dans un contexte d'anarchie, parce qu'il n'y a pas d'organes comme on le voit à l'intérieur de certains territoires. Vous voyez, ici, à République à l'interne, il y a un magistrat qui peut arrêter de manière provisoire. Mais voilà. Un juge peut vous suivre. Mais sur le plan international, non. Suivre jusqu'à la prise d'une décision judiciaire. Voilà. Alors, je comprends bien que le caractère contraignant ou le mot contraignant, il reste à comprendre sur le plan politico-diplomatique. Je parle de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer de manière forcée, sauf si le Conseil le décide. Militaire, sauf si le Conseil le décide. Et là, comme vous savez, c'est difficile pour avoir l'assentiment de tous les membres du Conseil de sécurité. Et puis, quelle force on va envoyer? On va pas utiliser les Nations Unies. On va peut-être utiliser une force contraignante et qui relève d'un pays membre des Nations Unies, comme on l'a vu à une certaine époque. Pendant la crise du Golfe, la décision a été prise. Le Congo, Zaïre à l'époque, était à la présidence tournante du Conseil de sécurité, membre non permanent, mais la décision a été prise
la résolution a été appliquée et on est allé forcer Saddam Hussein à quitter les territoires koweïtiens. Voilà, par exemple. Ouais. Voilà. Donc là, on avait une coalition des pays, je crois que sous l'égide aussi des États-Unis. Oui, les États-Unis en tête d'ailleurs. Voilà, pour forcer Saddam Hussein à évacuer le territoire. Et Saddam Hussein avait agressé un autre pays jusqu'à envoyer les troupes irakiennes sur le territoire d'un pays, un pays autre que le sien. Voilà. Léonard Sékou-Kitundou, nous voulons entrer dans les méandres de ces déclarations. Nous apprenons que c'est un accord non contraignant juridiquement, vous l'avez effleuré quelque part, cette déclaration de principe, contrairement à ce qu'on appelle traité par exemple. Donc il établit un cadre politique et moral pour toute coopération future. Alors, la déclaration porte généralement sur les valeurs partagées. Par exemple, le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, la démocratie, les droits de l'homme, et que sais-je encore. Est-ce que cette déclaration signée à Washington, c'est une question rapide, elle ne vient pas au secours d'un Kagame isolé et sous des sanctions, par exemple? Non, pas du tout. Non, il faut quand même reconnaître, hein, les sanctions qui ont été prises actuellement, ce sont des sanctions ciblées. Oui. Ça vise les individus et non pas le gouvernement rwandais. On n'est pas encore là. Mais ça n'empêche que... Londres a donc un peu fermé le robinet. Oui, d'accord. Le Canada également. Mais ce n'est pas encore des sanctions qui permettent de bloquer de manière irrémédiable le fonctionnement des institutions au Rwanda. Mais c'est déjà un signal fort. C'est ce que j'avais considéré ça comme un coup de semence. Vu le contexte d'impunité dans lequel le gouvernement rwandais était en train de se déployer jusqu'à présent. Donc là, cette fois-ci, je pense que Kigali ne peut plus se comporter n'importe comment. Donc, malgré le fait que le fonctionnement des institutions rwandaises ne sont pas encore remises en cause pour l'instant à travers ces sanctions, il n'empêche que c'est un avertissement sévère adressé au président Kagame pour l'avenir. Donc, rien ne sera plus comme avant. C'est comme ça qu'il faut considérer. Alors, cette déclaration de principe, il faut bien reconnaître, c'est une déclaration préparatoire aux négociations qui vont aboutir à un accord, cette fois-ci formel, entre les deux États pour cesser les hostilités de manière formelle et puis conclure un accord qui normalise les relations bilatérales entre les deux pays sous l'égide de médiateurs, en l'occurrence ici, du président, peut-être le président américain. Président Trump. Parce que là, ça s'est fait au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et je vous rappelle que c'est une déclaration qui est peut-être considérée comme fixant les termes des références pour les négociations à venir. Et vous savez très bien que le 2 mai, on leur a imparti un délai au 2 mai pour que chaque parti vienne avec ses revendications pour qu'on commence à discuter des modalités pour, cette fois-ci, la conclusion d'un accord qui met fin définitivement au conflit qui nous oppose. Alors, ça c'est très bien dit, voilà. Avec précision détail, voilà. C'est préparatoire, voilà. C'est un document préparatoire d'un accord qui pourrait intervenir entre les deux parties. Il faut même quand même préciser que pour la préparation d'un avant-projet d'accord. Préparation d'avant-projet d'accord. D'accord. Et pas un accord définitif. Parce qu'on est encore au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui sont là, effectivement, avec les pleins pouvoirs, pour négocier un accord avec d'autres pays. Alors, ce qui va ressortir des négociations qui auront lieu à partir du 2 mai, c'est l'élaboration d'un avant-projet, d'un accord qui, cette fois-ci, va mettre fin aux hostilités et à la conclusion peut-être d'un pacte, pourquoi pas, de non-agression qui normalisera cette fois-ci définitivement les relations entre les deux pays.
Léonard Sékou-Toundou, vous êtes également défenseur des droits de l'homme, travail que vous avez fait depuis la Suisse, où vous avez beaucoup plus évolué avant de rentrer au pays. Ressources naturelles pillées, génocide, le plus grand, plus que celui des Juifs. Un carnage comme celui de Goma. Plus de 8000 Congolais massacrés, tués, jetés, même dans le lac, s'ils pouvaient dénombrer ce lac. Est-ce que la déclaration des principes, préparant un avant-projet d'accord qui pourrait aboutir à un accord ou à un traité, plutôt, vous avez parlé de avenant ou quoi, bon, de non-agression, pacte de non-agression. Est-ce que ça va faire oublier ces carnages, ces génocides et ces pillages? Non, ici, le processus de Luanda, qui est relayé maintenant par les initiatives que moi considère comme informelles de Doha, et aujourd'hui reprise en main par le gouvernement américain, ça, ce sont des initiatives qui sont, si vous voulez, informelles, dans le sens où ça n'a pas été prévu par l'Union africaine, qui est aujourd'hui compétent à travers le processus de Nairobi et de Luanda, aujourd'hui fusionnés. Oui. Mais ce sont des initiatives prises par les Américains, bon, aussi à notre demande, hein, ça il faut quand même le rappeler un peu plus tard, mais en même temps, l'initiative aussi du président, de l'émir de Doha, parce qu'il faut bien comprendre. L'émir de Doha a des très bonnes relations avec le président Kagame et l'émir a beaucoup investi au Rwanda, non seulement dans le domaine de l'aviation, l'aéroport de Luanda, de Kigali plutôt, qui est en construction, le Rwandair aussi, je crois que le Qatar a des participations importantes là-dessus. Il y a aussi, même pour certaines raffineries, qui étaient financées par le gouvernement qatari. Mais en République démocratique du Congo aussi, je vous rappelle que le chef de l'État s'est rendu, je crois, plus de 2 fois à Doha pour voir de quelle manière nous pouvons aussi avoir une coopération sur le plan économique avec ce gouvernement et lui permettre d'investir dans notre pays parce qu'il y a énormément d'opportunités et d'investissements. Donc, l'émir du Qatar était personnellement intéressé pour sauver ses investissements au Rwanda. Sauver ses investissements au Rwanda, mais aussi en République démocratique du Congo. Et l'or qui est raffiné là-bas, le premier consommateur avant la destination d'autres destinations, c'est le Qatar, mais justement. Voilà. Donc, oui. Visiter le Rwanda et avec tous ces contrats avec des clubs, le Qatar est derrière. Alors, Léonard Sékou-Toundou, le Qatar, bon, il n'y a pas, dans le monde, entre les États, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a que des intérêts. Le Qatar est dedans, mais son grand frère américain vient mettre sa main dedans. Alors, à ce niveau ici, conflit d'intérêts, parce que l'Amérique, Trump n'aime pas faire la guerre, Trump veut faire les affaires. Voilà. Et surtout les minerais stratégiques au Congo. Quel sera l'avenir du Rwanda qui chaparde nos richesses, c'est-à-dire qui les vole pour les raffiner là-bas, les faire raffiner, les amener ailleurs? Et oui, mais c'est tout ça rentre en ligne de compte. Vous l'avez très bien dit. Je crois que le président Trump n'aime pas les bruits de bottes. Hein, parce que lui, bon, déjà, en tant qu'individu, il est homme d'affaires. Et maintenant, il vient aussi d'être à la tête de la première puissance politique, économique et même diplomatique du monde. C'est pas n'importe quoi. Les États-Unis, c'est la superpuissance, comme on dit, même l'hyperpuissance actuellement dans le monde. Donc c'est un gros pays. Donc pour lui, le seul moyen pour développer même les États-Unis, c'est qu'il y ait la paix partout. Et surtout dans des pays où il peut tirer certains avantages pour les États-Unis d'Amérique. Mais la Chine vient de prendre une décision de restreindre les exportations des terres rares
et ça fait frémir Washington. Et cela signifie également que les minéraux stratégiques, les terres rares de l'Afrique et surtout du Congo, c'est maintenant la cible. Alors, comment éviter que le prochain accord précédé par la signature de cette déclaration des principes, comment éviter que ce qui arrive à l'Ukraine ne nous arrive? Parce que dans toutes ces concessions, l'Ukraine va perdre la Crimée, une partie de son territoire. Comment Kinshasa doit-il faire pour ne pas, au nom de la paix et de la prospérité, du développement, ne pas perdre une partie de son territoire national ou brader les minéraux et rester en train de regarder avec les yeux? Bon, d'abord, il faut commencer par le commencement. Je vous ai dit maintenant la posture de l'émir du Qatar. Oui. Maintenant, les États-Unis. Les États-Unis, qui les a consultés? C'est à la demande du gouvernement de la République. Il faut bien comprendre cela. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a demandé au gouvernement américain, et particulièrement au président Trump, de voir de quelle manière nous pouvons coopérer sur le plan économique et en échange bénéficier d'une protection sécuritaire de la part des États-Unis à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que j'avais dit l'autre fois, j'avais inscrit ça dans le cadre de la diplomatie entrepreneuriale, c'est-à-dire que les États-Unis vont venir investir à l'est de la République démocratique du Congo pour nous permettre de sortir de l'exploitation artisanale. Parce que là, il y a un manque à gagner important pour le fisc congolais. Énorme. Alors, énorme. Alors maintenant, il faut formaliser la production et même l'exploitation de nos ressources minières à l'est de la République démocratique du Congo. Et le meilleur moyen pour nous, c'est de permettre à ceux qui ont... Et nous-mêmes, il faut rappeler, nous ne sommes pas en mesure d'exploiter nous-mêmes ces ressources minières. Alors, ce que nous voulons maintenant, c'est que les entreprises américaines viennent s'installer à l'est de la République démocratique du Congo pour exploiter ces matières premières, mais ces matières premières devraient être transformées sur place parce que pour créer d'abord des emplois et en même temps des richesses. Et les États-Unis aussi vont tirer leur épingle du jeu à travers cette exploitation-là. Donc c'est une coopération mutuellement avantageuse, à la fois pour la partie américaine, mais aussi pour la partie congolaise, avec cette particularité, c'est que cette coopération va nous garantir en matière sécuritaire contre toute agression provenant des deux pays voisins, que sont à la fois l'Ouganda et même le Rwanda. C'est ça, effectivement, la particularité. Donc ici, il faut bien comprendre cela. Vous mettez beaucoup d'accent sur la question de la protection du territoire. Je vous rappelle, il faut lire la les richesses pillées et les vies massacrées. Oui, mais il faut lire la déclaration. La déclaration, et c'est là qu'il faut distinguer, notre situation n'est pas comparable à celle de l'Ukraine. L'Ukraine a une particularité, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Ça, c'est une précision qu'il fallait apporter. Et en même temps, parmi les principes, il y a le principe de respect rigoureux de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de la souveraineté de notre pays. C'est marqué en lettres d'or. Donc, et les deux parties ont été d'accord là-dessus. Nous aussi, nous respectons l'intégrité territoriale du Rwanda, comme le Rwanda devra respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais en même temps aussi, il y a une reconnaissance mutuelle de nos souverainetés respectives. C'est important de les rappeler. Donc ça n'a rien à voir avec... Donc ici, je vous assure, il faut bien que j'apporte une précision là-dessus. Ici, c'est que l'objectif de ces rencontres de Doha, et d'ailleurs, je vous rappelle aussi que le secrétaire d'État et même l'envoyé spécial du président Trump, son conseiller spécial, Monsieur Boulos. Voilà, ils ont pris le contact avec le Qatar et le Qatar leur a donné des éléments pour permettre justement l'élaboration de cette déclaration de principe. Il y a eu Rubio
Et son homologue qatari, c'était pour chercher, avoir des éléments d'information de ce dossier. Par rapport au contact qu'eux, ils ont eu dans la démarche qu'eux-mêmes, ils ont fait. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, pour dire butin de guerre, nous allons de manière informelle mettre fin à cette guerre. Maintenant, il faut qu'on s'entende comment on va se retrouver plus tard lorsqu'on va faire les affaires avec les minéraux du D'accord, mais quand on dit faire des affaires, c'est dans une coopération mutuellement avantageuse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas bradage de nos ressources comme les gens sont en train d'en dire. Et puis, ce n'est pas la première fois que nous coopérons avec les États-Unis. Tenkefokorome, ce sont les Américains qui étaient au Katanga. Oui, ils ont cédé aux Chinois. Ils ont cédé aux Chinois. Mais c'était une coopération mutuellement avantageuse. Nous, ils payaient les redevances au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis, effectivement, il était tout à fait normal qu'ils rapatrient une partie des bénéfices qu'ils réalisaient. Donc, c'est une coopération mutuellement avantageuse. C'est ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas brader nos ressources, parce que, comme je vous ai dit, il y a le respect rigoureux de notre souveraineté qui a été rappelé dans cette déclaration de principe. Léonard Chokitundu, il y a toujours un fossé entre le dire et le faire, le verbe et la praxis, et ce qui est souvent inscrit dans des documents sur le plan international, même national, ça reste justement des textes, mais c'est la praxis qui pose problème. Lorsque Washington va entrer en danse, avec l'arrivée des investisseurs américains, l'exploitation transparente et puis responsable des ressources du Congo, mais la Chine, qui a été très bien servie, on a été avec vous à Pékin. Plutôt à Tokyo, à la conférence Japon-Afrique, dans les bilatérales, où je vous accompagne, mais j'ai suivi un discours comme quoi vous avez trop donné aux Chinois, tentez aussi avec nous, regardez la route de poids lourd, c'est d'abord un cadeau, vous ne payez rien, regardez la qualité de travail. Alors là, c'est le Japon. La Chine, dans son approche, n'est pas va en guerre. La Chine ne nous défend pas lorsque nous sommes agressés. La Chine, la preuve, est avec aussi le Rwanda. Et dans une coopération militaire avec le Rwanda. Elle lui fournit aussi des matériels militaires. Alors, quelle attitude la Chine pourra développer vis-à-vis de nous quand on sait que Washington a toujours dit que Pékin est très gourmand ici, et maintenant qu'ils vont aussi venir, est-ce que la Chine ne sera pas frustrée parce que les milliards ont été revus à la hausse quand même ici, en contrepartie de ce qu'ils exploitent? Bon, je vous rappelle que, malgré tout ce qui s'est dit, écoutez, il y a une coopération économique fructueuse entre les États-Unis et la Chine. Vous avez vu, même par rapport aux droits de douane, l'iPhone qu'on utilise ici, il est assemblé où? En Chine. Hein? Et iPhone, c'était Meta et Apple, tout. Mais quand le président Trump a infligé ses droits de douane de 145% à la Chine, après que la Chine ait pris des mesures de rétorsion par rapport aux droits de douane initiaux qui ont été pris par Washington, mais écoutez, les entreprises américaines se sont plaintes auprès du président Trump. Parce que pour eux... Qui a fait rétropédalage. Alors, rétropédalage, puis a annulé ces droits de douane concernant les ordinateurs, les téléphones et tout ce qui concerne le matériel électronique. Pour quelle raison? Parce que ce sont des entreprises américaines qui ont investi en Chine. Alors, c'est pour vous rappeler que, malgré tout ce qui s'est dit, il y a énormément de fonds de pension qui ont été achetés par la Chine. Donc, il y a une coopération économique extrêmement importante. Et d'ailleurs, s'il y a eu ces mesures, douanières, c'est tout simplement parce que les États-Unis considèrent que leur balance commerciale est déficitaire au détriment des États-Unis,
Au détriment de la Chine. Non, des États-Unis. Au détriment de la Chine et des États-Unis. Merci. Alors, c'est pour cette raison, effectivement, qu'ils ont pris ces droits de douane. Mais ils oublient qu'au fait, ils en profitent énormément. Parce qu'aujourd'hui, si ces droits de douane sont maintenus, mais l'iPhone va coûter $3 000. Est-ce que vous croyez que le citoyen américain va accepter qu'on achète un iPhone à $3 000? Impossible. Alors, finalement, il a rétropédalé sur ce plan-là. Maintenant, avec le Japon, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une compétition sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique. On a beaucoup de pays comme le Japon ou la Corée du Sud, et ils ont peur, effectivement, du développement de la République populaire de Chine, qui est devenue aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde. Ça les inquiète. Alors, et pour ça, ils se rabattent effectivement sur les États-Unis, même pour leur protection. Mais il n'empêche que et la Corée du Sud et le Japon, ils ont aussi de bonnes relations économiques avec la République populaire de Chine. Donc, vous voyez, mais c'est vrai que... Donc, nous, on doit diversifier les partenaires, mais n'est pas essayer de les énerver. Mais voilà. Donc, je veux dire, le Congo doit être ouvert à tous les partenaires qui peuvent profiter des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo pour justement accélérer, si vous voulez, notre démarche en matière de rattrapage sur le plan économique. Mais nous devons tout faire. Donc, chacun peut trouver son compte en République démocratique du Congo, pour autant que ce soit une coopération qui soit mutuellement avantageuse. Donc nous, on ne va pas se contenter uniquement de la Chine populaire ou même des États-Unis. La France peut venir, l'Angleterre peut venir, les Émirats peuvent venir, tous les autres pays qui ont la possibilité de pouvoir investir chez nous. Nous voulons que ces ressources, nous ne les regardions pas seulement comme ça, comme un objet de contemplation, mais non, que ça profite à notre population, non tellement en termes d'emploi, mais aussi en termes de santé, de l'éducation et même des infrastructures. Alors, M. Kitundri, vous étiez déjà parti des affaires étrangères à un moment donné, lorsque j'ai été choisi depuis le département d'État pour une interview avec la numéro 2 de la sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique. C'était en la résidence de l'ambassadeur Hammer. Alors, elle m'a dit ouvertement ceci. Et c'était au moment où le Trésor américain avait pris des sanctions contre le raffineur belge qui est établi à Kigali et à Kampala. Alors, madame, qu'est-ce qu'elle a dit? Sur le terrain, le jeu n'est pas égal. Le Congo a trop donné aux Chinois ou à la Chine en termes de minerais. Le même discours qui vous avait été tenu à Tokyo. Vous avez beaucoup donné de l'autre côté. On a été avec vous à Moscou, au Kremlin. Vous avez suivi le partenariat sous Kabila qui a été donc sollicité. Gazprom Bank sollicité un partenariat dans le cadre des hydrocarbures, les minéraux et les finances. Et même l'accord militaire aussi. Voilà. Ils vous ont suivi ici, la délégation russe. Vous avez vu comment les choses de notre côté ont été lourdes. Il y a eu des pesanteurs énormes. Voilà. Or, votre visite au Kremlin, c'était officiel, hyper médiatisé et tout ça. Et c'était à l'occasion quand on a réclamé le retour du nom de Lumumba sur l'université, l'université des... pour l'amitié des peuples. Voilà, l'amitié des peuples, ouais. Mais le nom de Lumumba est rentré. Est rentré, et oui. Ça aussi, c'est finalement, la démarche a été aboutie grâce à notre ambassadeur actuel à Moscou. Voilà. Nous avons initié la démarche, mais finalement, l'université pour l'amitié des peuples a été rebaptisée Université Patrice Emery Lumumba. Vous vous souvenez, c'était ma question à Lavrov voilà. Lors de la conférence de presse, la conférence conjointe en direct. Voilà. Alors, partout, c'est le même discours. Oui. Alors, pourquoi Kinshasa a toujours peur et dort souvent? Pourquoi nous sommes ainsi faits? C'est ça la question. Et puis ce pays devait décoller depuis longtemps. Comme vous avez remarqué, pourquoi je me suis rendu à Moscou à l'époque.
c'est parce que j'estimais que nous devrions avoir une bonne coopération avec Moscou. D'une part parce que la Russie, comme d'ailleurs la République populaire de Chine, nous ont toujours soutenus au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tant qu'il était question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays, les Chinois, comme les Russes, ont toujours voté aveuglement pour nous. Nous avions ce même problème avec ce qu'on a appelé le P3, c'est-à-dire les anglo-saxons et la France, encore que la France nous a beaucoup aidés, parce que la France avait une approche nuancée par rapport aux deux pays anglo-saxons que constituent les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, comme vous savez, il y a toujours eu ce réflexe souverainiste de la part de la France, et la France sur la République, sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a toujours été ferme sur ce plan-là. Mais la France est derrière Kigali dans cette déstabilisation du régime Tshisekedi. Et surtout la guerre dans l'Est. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas vous permettre de dire ça. Bon, mais la France moi, je peux me permettre rien responsable par rapport au comportement du gouvernement rwandais sur la République démocratique du Congo. Est à l'OIF, et l'OIF n'a jamais condamné l'agression du Congo par le Rwanda. Oui, mais écoutez, à supposer... Et c'est la France qui a placé Mouchikiwabo, qui a fait placer Mouchikiwabo à la tête de l'OIF. Vous connaissez qui je suis par rapport au comportement des Rwandais dans ce sens. Mais mettez-vous à la place de Mme Mouchikiwabo. Elle a beau, effectivement, être obligée de soutenir certains principes importants, mais mettez-vous à sa place. Et elle est là, secrétaire générale de la francophonie, grâce à qui? Grâce au Rwanda, première chose. Et vous savez très bien que c'était une ancienne ministre des Affaires étrangères du gouvernement rwandais. Et c'est des gens, il y a eu une grande complicité entre Mme Mouchikiwabo et son président de la République. Alors, elle est plutôt entre le marteau et l'enclume. Oui, mais si cela est le cas, Léonard Kitundu, dernièrement, Macron était à Madagascar, le président français. Il a réitéré justement l'intangibilité des frontières de la RDC. Mais il a ajouté quelque chose, ce que j'appelle bémol. Il a dit la résolution des conflits ethniques. Mais le Congo n'est pas dans un conflit ethnique. Le pillage, c'est une guerre d'occupation, la guerre d'agression, guerre business. Non, il faut relire. Non, mais le président Macron a été tout à fait clair sur la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et il a même ajouté de la souveraineté de la République démocratique. Mais il a ajouté les conflits ethniques. Oui, mais les conflits ethniques, effectivement, il y a des conflits ethniques dans notre pays, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous savez, pourquoi il y a autant de groupes, à part le M23, il y a énormément de groupes armés qui opèrent à l'Est. Ce sont des groupes alimentés par ceux qui font les affaires pour protéger l'exploitation illégale des ressources minières. Il n'y a rien d'ethnie de mais vous ne pouvez pas déduire de là le fait que le président français ou même la France est complice du Rwanda par rapport à l'exploitation de nos richesses. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne peux pas aller jusque-là. Bon, c'est qu'il faut... En tant que politique, diplomate, c'est normal. Non, mais écoutez, on constate mais regardez, même l'autre fois, quand nous avons le jour de l'anniversaire de la francophonie, on a été avec le groupe des ambassadeurs francophones ici, et je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration qu'ils ont faite. Oui, mais oui, ça on a suivi. Mais les sanctions auxquelles vous faites référence, ces sanctions ne pouvaient être décidées qu'à l'unanimité de tous les pays européens. Mais la France fait partie, c'est d'abord un pays, pas n'importe lequel, membre permanent du Conseil de sécurité et membre important de l'Union africaine. Et la France, comme la Belgique, ont tout fait. De l'Union européenne. Oui. Alors, la déclaration a été votée à l'unanimité. Bon, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prépare les résolutions au Conseil de sécurité, vous l'avez vu vous-même, le premier draft, c'est pour ça qu'on appelle la France le porte-plume des résolutions concernant la République démocratique du Congo. Le premier draft, c'est la France qui la prépare. Et puis ensuite, cette résolution a été votée à l'unanimité. Ah ben, la France fait partie de l'unanimité. Alors, qu'est-ce qu'elle reproche nous à la France? Alors, Léonard Kitundu, je comprends
le diplomate reste toujours diplomate et respectueux des principes de ce métier. Ouais. Mais vous avez eu un accrochage, autrefois, c'était pendant l'hiver, je vous accompagne à New York. Vous avez eu un accrochage avec Madame Nikki Haley. Allez, oui. Oui, qui était représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité. Ouais. Vous avez eu un accrochage au point que les autres réunions du Conseil de sécurité, elles ne se pointaient pas, même Madame Dida Sower. Alors, vous ne voyez pas que, en tant que nationaliste, lumumbiste, avec les principes diplomatiques, il y a un petit contraste. Non, pas du tout. Là, si j'ai haussé le ton ce jour-là, ce n'est pas contre Madame Nikki Haley, c'est contre Ida Sower, qui a commencé à attaquer le gouvernement de la République démocratique du Congo sur les violations des droits de l'homme, jusqu'à parler des exécutions extrajudiciaires. Alors moi je lui fais comprendre, je lui dis, mais écoutez, apportez des témoins. Quelles sont les personnes, il faut les identifier, les nommer, qui ont fait l'objet d'assassinats extrajudiciaires. Et c'est même inconcevable parce que chez nous, la peine capitale est d'application, hein, et puis tous les condamnés à la peine capitale, personne n'a été exécuté. C'est ce que je lui avais dit. Alors c'est pour ça que j'avais haussé le ton. Pas contre Nikki Haley, avec les, vous savez, bon, ben parce que elle est conservatrice. était appuyée par Nikki Haley. Oui. Pendant cette période-là. Oui, c'est-à-dire qu'elle a dit que non. À l'époque, ils étaient un peu. Une tension existait entre les États-Unis et le gouvernement de l'époque. Et c'est pour ça qu'il accordait une grande importance à ce que disait Nikki Haley. Mais comme vous savez, c'est une question de procédure. Il ne pouvait pas y avoir un débat contradictoire entre Mme Nikki Haley et moi sur ce que Ida Sower avait dit. Parce qu'une fois qu'elle a parlé, vous avez répondu, c'est terminé. Donc on ne sait pas qui a dit vrai, qui a dit faux, et c'était ça le problème. Donc sur ce plan, je pense que... On va chuter le Qatari. Ouais. Les États-Unis reprennent l'affaire. Le Qatari est dedans. Même s'ils peuvent accepter de faire les affaires ensemble dans les Grands Lacs, mais le Qatari, quand même, avec les intérêts au Rwanda et quelques intérêts au Congo, est-ce qu'il saura jouer un jeu franc? Mais oui, mais tous les pays, beaucoup de pays du monde, nous ne pouvons pas reprocher, comme vous dites par exemple au gouvernement français ou même au Qatari, d'avoir de bonnes relations avec le Rwanda. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas contre, comme le rappelle le gouvernement congolais ici, nous ne sommes pas contre le peuple rwandais. Nous sommes contre le leadership au Rwanda aujourd'hui, mais pas le peuple rwandais. Donc quand vous êtes à Goma, mon cher, enfin, malgré tous ces conflits, on n'a pas de relations diplomatiques. Mais les populations de la République démocratique du Congo se déplacent vers le Rwanda, tout comme les Rwandais viennent à Goma. Hein? Sauf que maintenant, il y a le problème d'occupation par la rébellion. Mais avant, les gens se déplaçaient normalement. Il n'y avait aucun problème. Donc, vous n'allez pas interdire à un pays d'avoir de bonnes relations avec le Rwanda, tout simplement parce que le Rwanda a occupé une partie de notre territoire. Je crois que ça ne se justifie pas. Mobutu, en son temps, ouais. Coopérer avec l'Axe Rouge, oui. La Corée du Nord. Voilà. Leur ambassade est ici, voilà. à quelques mètres tout à fait. Du plateau. Oui. Corée du Nord, il y a même la Corée du Sud. Voilà. Je me rappelle fois, vous avez accordé des audiences aux deux ambassadeurs. Chacun à son tour. À son tour. À l'ambassadeur de Corée du Sud. De la Corée du Sud et Corée du Nord. au Nord-Coréen. Ouais. Alors, mais vous avez été à Téhéran. Téhéran vous a dit qu'il était prêt à offrir, à donner une résidence diplomatique et puis l'autre pour la chancellerie. Mais Téhéran a une ambassade ici, ouais. Sur le boulevard 30 juin, non loin de la résidence Patrice Emery Lumumba. Ouais. Comment
Vous avez fait le rapport, pourquoi les choses traînent afin que nous soyons chez les Perses et que nous puissions comprendre comment le monde tourne là-bas. Parce que ces gens, après tout, ce ne sont pas des Arabes, c'est un grand peuple millénaire, une grande civilisation. Pourquoi notre absence là-bas? Non, je crois que maintenant il y a une ambassade. Déjà à Téhéran? Oui, je crois qu'ils sont peut-être en location, mais je crois que nous avons une ambassade actuellement à Téhéran, si je ne me trompe pas. Bon, mais vous savez que bon, je ne suis plus aux affaires, donc je ne peux pas vous donner une réponse précise à ces propos, mais c'est tout simplement pour dire encore un exemple de plus, c'est-à-dire que moi, ce que je refusais, c'est qu'on nous interdise, par exemple, d'avoir des relations diplomatiques avec Téhéran, ou alors nous forcer à voter contre Téhéran dans certaines initiatives qui ont été prises aux Nations Unies. Je voulais à tout prix garder notre souveraineté. Ouais. Donc le fait qu'il y ait un conflit entre les États-Unis et Téhéran ne nous engage pas. Ça, c'est entre le problème sur le plan bilatéral. Mais nous sommes souverains. Nous avons aussi le droit d'avoir des relations avec n'importe quel pays sans que on puisse subir des pressions d'un pays tiers. Et voilà, je crois que l'essentiel est dit. Votre idée, chère, parce que votre formation politique a également met un accent particulier sur l'environnement, le vert, l'idée d'un cartel trilatéral. Ouais. L'Amazonie, le bassin du Congo et l'Indonésie, cette idée, dernièrement, a semblé prendre corps. Vous participez à certaines rencontres du genre. Est-ce que ça fait bonne route ou bien est-ce que nous, au niveau de Kinshasa, on en tire profit? Vous êtes toujours à la commission parlementaire des relations extérieures. Est-ce que ça fait du chemin? Oui, sauf que bon, cette question aussi relève de la commission sur l'environnement, parce qu'il y a une commission qui est spécifiquement consacré aux questions ça doit être à cheval entre l'environnement et les relations voilà, internationales ou extérieures. Exactement. Sur le plan technique, bon, c'est la commission, mais sur le plan diplomatique, ça devrait effectivement relever de la commission. Bon. Mais tout ce que je sais pour l'instant, c'est que moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on constitue vraiment un véritable syndicat trilatéral pour la question environnementale, parce que bon, la RDC comme l'Amazonie, disons, le bassin du Congo comme l'Amazonie était considéré comme les deux poumons de la planète, auxquels on a ajouté le Bornéo, donc l'Indonésie, et d'ailleurs nous sommes allés aussi en Indonésie pour ça. Donc à partir du moment où c'est grâce à ces trois massifs forestiers que la planète aujourd'hui survit, avec le réchauffement climatique, tout, moi j'estimais que nous ne recevons pas ce qui nous est dû par rapport à l'exécution d'une obligation internationale de protéger nos massifs forestiers pour l'intérêt de la survie de la planète. Donc il faudrait que nous ayons une contrepartie qui nous permet d'abord d'exécuter cette obligation, mais en même temps de permettre aux populations qui vivent de la forêt de trouver une solution alternative. C'était ça, effectivement, la démarche. Bon, ça n'a pas été comme je l'aurais souhaité, mais malgré ça, je pense que la ministre d'État actuelle en charge de l'environnement est en contact avec ses homologues indonésiens et brésiliens et pour la préparation de le COP. Je crois que la prochaine COP aura lieu, j'ai oublié dans quel pays là, mais au mois de novembre. Je crois que ce sera au Kazakhstan, je ne sais pas quel pays. Alors, et là, maintenant, je crois qu'ils se sont mis d'accord pour une concertation régulière avant de participer à ces sommets. Mais moi, franchement, pour la gestion de cette question environnementale, je crois que si j'ai une approche plutôt radicale sur ce plan-là, parce que moi j'ai dit que tout dépend de le rapport de force. J'aurais voulu que on ne soit pas dicté sur la gestion de cette question par la communauté internationale, parce que la communauté internationale doit à la République démocratique du Congo, au Brésil, tout comme à l'Indonésie,
une compensation par rapport au travail qu'ils font pour la survie de la planète. Donc l'exécution de ces obligations doivent être faites concomitamment, à la fois par la communauté financière internationale, mais aussi par les trois parties qui sont dépositaires de ces massifs forestiers. Cheuki Toundou Léonard, je vous remercie d'être venu et d'avoir échangé avec nous sur les contours et les conséquences de la déclaration des principes, documents signés plutôt à Washington, jeudi soir par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et son homologue rwandais, sous la conduite de leur homologue américain, Monsieur Rubio. Vous avez salué justement la signature de ce document qui prépare un pré-accord ou un projet de l'accord. Un avant-projet. Et éventuellement, on sent que les choses bougent. Léonard Cheuki Toundou a salué la diplomatie agissante du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est un diplomate qui parle. Et avant, il disait à tout le monde, cette guerre, nous n'allons pas la gagner par les armes, ni le Rwanda ne la gagnera par les armes. Arrivé à Kinshasa ou à Kisangani, c'est une utopie de la rêverie de ceux qui ont pris les armes. Il avait dit, aujourd'hui, l'histoire semble lui donner raison. Nous allons voir la réalité sur le terrain, cesser le feu, et ensuite la fin de cette guerre définitivement. À très bientôt pour la suite de la réflexion sur votre chaîne, la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Au revoir.